Bonjour à toutes et à tous. Dans le prolongement des festivités du mois de la francophonie au Vietnam et dans le contexte du retour en force de la langue française en Asie-Pacifique, le Courrier du Vietnam, en collaboration avec la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour l'Asie et le Pacifique, la REPAP, organise une table ronde accompagnée d'un podcast sur le thème « La francophonie en action au Vietnam et en Asie-Pacifique ». Et tout d'abord, permettez-moi de présenter les intervenants de notre table ronde aujourd'hui. Monsieur Edgar Doric, représentant régional de l'OIF pour l'Asie-Pacifique. Bonjour. Bonjour, madame. Oui. Et monsieur Pierre Duville, président du groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam, GADIF, aussi délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam. Bonjour. Oui. Ensuite, monsieur Olivier Prochet, ambassadeur de France au Vietnam. Bonjour, madame. Oui. Et ensuite, M. Nguyễn Thiệp, ancien correspondant du Vietnam auprès de l'OIF et aussi ancien ambassadeur du Vietnam en France. Bonjour et xin chào các bạn. Oui. Et Mme Lê Thị Minh Hồng, responsable de projet de l'Agence universitaire de la francophonie AUF en Asie-Pacifique. Bonjour. La première partie de notre table ronde aujourd'hui passera en revue les actions clés de la francophonie déployées au Vietnam. En termes d'échanges culturels, nous aborderons également la coopération économique, éducative et le potentiel numérique au sein de notre communauté francophone ici au Vietnam. Comme vous le savez, ces dernières années, la REPAP a efficacement mis en place de nombreux événements et projets visant à renforcer la francophonie économique au Vietnam et en Asie-Pacifique. Et pour ouvrir cette conversation, je me tourne vers vous, M. Edgar Doric, représentant régional de l'OIF pour l'Asie-Pacifique. Et pourriez-vous nous dresser un bilan de toutes ces activités et nous expliquer en quoi elles contribuent plus largement au développement d'une francophonie économique en Asie-Pacifique et aussi au Vietnam? Tout à fait, avec grand plaisir. Donc, j'ai été dans la province de Son La, j'ai parlé avec les bénéficiaires, les femmes, les jeunes, les agriculteurs de notre projet francophonie avec elles. C'était en fin 2023. Et de ce fait, est aussi surgi, et avec les expériences qu'on a eues dans d'autres pays de la francophonie, de développer un nouveau projet sur le tourisme durable, parce qu'évidemment, des activités économiques, les enseignements, les techniques de marketing qu'on a fait par exemple, donc c'est vraiment à la base des communautés pour rendre accessible à eux des marchés, des activités économiques. Le tourisme durable se prête évidemment dans ce contexte. Et puis vous avez aussi vu que dans ce cadre-là, l'action de l'OIF, de la francophonie, s'est insérée dans un cadre qui était déjà préexistant avec d'autres donateurs, aussi avec les gouvernements locaux. Et on sait en échange avec les autorités du Vietnam, notamment le ministre de Tourisme et de la Culture, que le tourisme communautaire, c'est une priorité pour le Vietnam. Donc si je peux peut-être résumer, présenter très brièvement ce nouveau projet. Donc, tourisme durable. Dans ce cadre-là, on est en train de développer des destinations éco-talents. Donc, c'est devenu une nouvelle marque. Donc, on veut créer des réseaux, des centres dans des localités touristiques pour justement organiser des cours, des formations avec l'objectif ultime de créer des opportunités professionnelles pour les femmes, pour les jeunes et aussi pour les francophones. Donc c'est là où on agit pour le bénéfice de ces populations, mais aussi pour la promotion du français. Et on a commencé avec un projet pilote déjà au Cambodge. On est en discussion avec le gouvernement du Vietnam pour identifier de tels sites. Donc c'est un travail évidemment de longue haleine pour rassembler les critères, mais je suis très confiant qu'on peut s'insérer dans cette stratégie de tourisme durable des pays respectifs, donc Vietnam, Cambodge, et nous aussi actifs dans d'autres régions du monde, notamment pour la première phase aux Comores et puis au Cabo Verde.
Et merci monsieur, nous sommes tous très impressionnés par ce bilan très encourageant et optimiste. Et comme vous savez, le Vietnam a coordonné avec succès l'élaboration de la stratégie économique de la francophonie 2020-2025 et était le premier pays d'accueil d'une mission économique et commerciale de la francophonie en mars 2022 dans le cadre d'une série d'activités pour mettre en œuvre cette stratégie. Et monsieur Nguyễn Thiệp, en tant qu'ancien correspondant du Vietnam auprès de l'OIF et aussi ancien ambassadeur du Vietnam en France, que pensez-vous du rôle du Vietnam dans la coopération francophone en matière économique et commerciale? Merci votre question. Vous avez raison de mentionner les deux événements comme la proclamation de coopération économique et aussi la première mission économique et commerciale de la francophonie au Vietnam en mars 2022. Si vous comparez avec la période où le Vietnam a organisé le premier sommet francophonie au Vietnam et actuellement, vous avez vu la forte croissance en développement, en changement tellement impressionnant du Vietnam. Vous voyez ça dans cette communauté francophone. Le Vietnam pourra très bien jouer un rôle substantiel et considérable pour renforcer et élargir la coopération économique. Non seulement, vous voyez la dimension, parce que le Vietnam maintenant est connecté avec, je crois, d'une trentaine ou bien à quarantaine ou cinquantaine de pays de la francophonie et surtout avec toute l'économie mondiale. Vous voyez que le Vietnam est situé dans l'une des positions les plus ouvertes, avec 16 accords de libre-échange. Et cela, avec ça rend parfaitement avec les axes de proclamation de coopération économique de la francophonie. Lors du dernier sommet, notre président de la République et secrétaire général aussi, actuel, il a réaffirmé notre politique de soutenir la coopération économique dans la communauté francophone. Et une dernier point, je crois qu'à l'heure actuelle, dans le contexte de tous les changements en matière d'économie dans le monde, surtout pour vous voyez, avec laquelle les tarifs, le Vietnam souhaite bien diversifier notre partenaire et pourquoi pas le marché des pays francophones occupe une place importante dans notre politique parce que jusqu'à maintenant, comme les chiffres montraient que les échanges commerciaux avec les pays francophones ne se limitent à 5% sur une valeur commerciale beaucoup plus, 700 milliards de dollars. Oui, j'aimerais tout petit répéter la devise que notre secrétaire général a donnée au dernier sommet de la francophonie en France. Le français ne se limite pas à une langue de diplomatie et de culture, mais une langue des affaires, une langue d'innovation et de création. Je crois qu'avec ce titre-là, les Vietnamiens, les jeunes, ils sont encouragés à apprendre le français au Vietnam. Merci. Merci beaucoup, professeur. Et pour un bilan, pour les chiffres très impressionnants de l'économie vietnamienne. Et nous espérons, avec les résultats très remarquables comme ça, le Vietnam pourront contribuer activement au développement d'une francophonie économique. Après avoir exploré les dimensions économiques de l'action francophone, intéressons-nous maintenant à un pilier très fondamental de la francophonie, c'est la culture. Le mois de la francophonie que nous venons de vivre a été marqué par une multitude d'événements enrichissants. Le point d'orgue en a sans aucun doute été l'atmosphère festive et entraînante de l'événement Balade en France et en francophonie. À ce sujet, Monsieur l'ambassadeur de France, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour le grand succès de cette édition 2025 de Balade en France et en francophonie. Cet événement a été organisé pour la première fois conjointement par l'OIF, l'AUF et le GADIF. Mais pourquoi avez-vous choisi cette forme de collaboration inédite pour un événement de cette envergure? Et plus largement, quel regard portez-vous sur l'étape actuelle et aussi les perspectives de coopération culturelle francophone ici au Vietnam? Alors d'abord, 500 000 personnes à Hanoï, dans un festival autour de la culture, des cultures francophones, de la gastronomie française bien sûr, mais des cultures francophones. Je crois que en regardant a posteriori, c'est vraiment très marquant. Ça montre que le public vietnamien, les Hanoïens, ont une grande ouverture
d'esprit, ils ont envie de découvrir justement ce monde. Alors la France, ils la connaissent un petit peu plus peut-être, mais quand on voit 500 000 personnes qui viennent dans cet événement, qui est un événement familial, ludique, pour découvrir la francophonie, je crois que c'est extrêmement encourageant. Alors pourquoi cet événement cette année? D'une part parce que nous avions depuis plusieurs années cet événement Balade en France qui s'est un petit peu institutionnalisé, je dirais, dans l'agenda culturel de Hanoï, autour de la gastronomie, de la culture française. Et puis, il y avait aussi des événements importants organisés pour la francophonie, la course de la francophonie, l'année dernière, une première opération pour faire connaître les universités, les écoles où l'on peut travailler en français, apprendre le français. Et cette année, j'ai proposé à mes collègues qu'en fait, nous regroupions nos efforts parce que, à la suite du sommet de Villers-Cotterêts que la France a organisé au mois d'octobre dernier, nous assumons la présidence tournante de l'OIF pendant 2 ans et ça me paraissait, je dirais, logique et souhaitable de créer cette nouvelle dynamique. Et je me réjouis naturellement de ce grand succès qui a permis, on l'a vu, à des familles, à des jeunes, de découvrir ce qu'est cette francophonie. Et donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles nous avions imaginé cet événement et je suis vraiment ravi de son grand succès. Et puis la coopération sur la francophonie, elle est quotidienne avec le GADIF, avec l'OIF, avec la UF et avec les autres ambassades partenaires. Nous avons notre coopération culturelle pour faire connaître la culture française et puis surtout pour tisser davantage de liens avec tous les jeunes au Vietnam et en particulier les jeunes créateurs pour leur donner la possibilité de s'exprimer dans une coopération avec la France, je pense au cinéma, à l'animation, au spectacle vivant, et puis de prendre toute leur part également dans cette créativité de la francophonie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Le succès de l'édition 2025 de Balade en France et en francophonie est le fruit d'un effort collectif remarquable. Il témoigne notamment de l'implication très active du groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam, le RADIF, qui joue un rôle moteur dans la promotion de la francophonie culturelle dans le pays. Et monsieur Duvin, je me tourne vers vous en tant que président du GADIF. Pourriez-vous nous faire part des actions destinées à la promotion de la diversité culturelle de la communauté francophone ici au Vietnam? Tout d'abord, merci pour votre question. Comme on vient de le rappeler, le GADIF s'est particulièrement investi dans la préparation des activités qui se tiennent traditionnellement chaque année le mois de mars, dans le cadre de la francophonie. Bien sûr, la journée de la francophonie le 20 mars. En matière de coopération culturelle, nous essayons de mettre en avant la diversité et la richesse culturelle qui existe au sein de l'espace francophone et nous le faisons chaque année dans le cadre du Festival du film francophone dont cette année c'était la 15e édition et 7 pays y participaient, donc la France, la Suisse, le Canada, la Belgique, l'Égypte, le Maroc et Haïti. Donc c'était une formidable occasion de découvrir toute la diversité qui existe en matière de création cinématographique et quelque part de voyager en restant assis confortablement dans un cinéma et de découvrir en fait toute cette diversité qui existe au sein de l'espace francophone. Alors bien entendu, nous avons été également ravis de constater le succès de Balade en France et francophonie qui clôturait ce mois consacré à la francophonie. À ce sujet, les membres du GADIF, je tiens encore à les remercier pour leur implication, notamment le jour de l'inauguration. Donc chacun avait tenu à être présent pour pouvoir présenter notamment son système éducatif, également toutes les possibilités d'études qui existent, d'études en français dans leur pays. Donc c'était vraiment un très très beau mois et nous nous réjouissons évidemment de pouvoir entamer maintenant les préparations notamment de l'année prochaine, que ce soit dans le cadre du mois de la francophonie, mais surtout l'important sommet de la francophonie qui aura lieu dans le pays voisin du Cambodge.
Merci beaucoup, Monsieur Duville. Et comme vous voyez, l'empreinte de la francophonie au sein de ce grand festival Balade en France et en francophonie réside certainement dans l'organisation de la course de la francophonie et le salon de l'orientation francophone. Ces deux moments forts portés par l'AUF Asie-Pacifique ont contribué à renforcer l'attractivité de la langue française et à tisser des liens durables entre institutions, enseignants et étudiants. Et Madame Minh Hồng, vous êtes responsable de projet de l'AUF Asie-Pacifique. Et ces deux initiatives ont rassemblé un large public et suscité un véritable engouement. Pourriez-vous nous faire part du bilan de toutes ces activités? Dans le cadre du festival Balade en France et en francophonie 2025, l'empreinte de la francophonie s'est particulièrement illustrée à travers deux événements. C'est la 3e édition de la course de la francophonie et le salon de l'orientation francophone. Pour la course de la francophonie, c'était un vrai moment de fête. Près de 2000 participants se sont retrouvés au Parc Thống Nhất dans une ambiance à la fois sportive, conviviale et plein d'énergie. Tout le monde était là pour fêter un moment ensemble. 35 prix ont été remis, récompensant les participants, les coureurs de tout niveau. Plus qu'une simple course, c'est vraiment un bel exemple des valeurs de solidarité, de diversité et de partage que porte la francophonie. De son côté, le salon d'orientation francophone a permis aux jeunes et aussi aux parents d'élèves de découvrir des formations proposées en français et présentées par 14 universités de Hanoï. Notre équipe de l'AUF était là aussi. On a profité de cette occasion pour présenter des actions menées par l'AUF au Vietnam comme en Asie-Pacifique. Et on a présenté aussi le catalogue des formations francophones de niveau licence et master. Il s'agit des formations, des filières francophones ou des licences et masters de double diplomation ou des formations délocalisées. Le catalogue est disponible sur une plateforme des offres de services de l'AUF. En parallèle, un forum d'emploi francophone a été organisé permettant aux étudiants et jeunes diplômés de rencontrer et d'échanger directement avec les recruteurs venant des entreprises. Donc, à travers ces deux événements, nous contribuons à renforcer la visibilité de la francophonie au Vietnam et en réaffirmant aussi notre engagement en faveur de la langue française, de la francophonie scientifique et de toutes les valeurs que nous défendons. Merci Madame. Et nous arrivons maintenant à la partie suivante consacrée à la coopération éducative, aussi un pilier important de la francophonie au Vietnam et en Asie-Pacifique. Je reviens vers vous donc, Madame Minh Hồng. Pourriez-vous nous partager la coopération universitaire et scientifique ainsi que la promotion de la langue française entre le Vietnam et la communauté francophone? L'AUF est le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 membres présents dans 120 pays. L'AUF est aussi l'opérateur direct du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans le respect de la diversité des langues et des cultures. Notre mission est d'agir pour une francophonie scientifique engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. L'AUF est présent en Asie-Pacifique depuis plus de 30 ans, avec une direction régionale basée à Hanoï. Elle anime un réseau de 90 membres.
Donc, la moitié sont des membres sont au Vietnam. La moitié des membres sont au Vietnam. En fait, la coopération universitaire et scientifique, ainsi que la promotion de la langue française entre le Vietnam et la communauté francophone s'inscrivent dans une dynamique très active. Elle se concrétise par de nombreux projets structurants et des actions phares soutenues par l'AUF dans le domaine de la formation, de la recherche, de la gouvernance, de l'employabilité, de la recherche, et oui, c'est dans le domaine du numérique éducatif. Merci Madame. Et la dimension éducative de la francophonie s'est vue récemment renforcée par un moment fort de la relation bilatérale entre le Vietnam et la France. En octobre 2024, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président de la République, M. Tô Lâm, a participé au 19e sommet de la francophonie tenu à Villers-Cotterêts et effectué sa visite officielle en France. À cette occasion, un accord intergouvernemental en éducation a été signé entre les deux pays. Et Monsieur l'ambassadeur de France au Vietnam, pourriez-vous nous partager vos observations sur la situation de l'enseignement du et en français au Vietnam? Et l'ambassade de France envisage-t-elle des stratégies ou des plans d'action visant à accélérer cet enseignement, notamment suite à la signature de cet accord intergouvernemental en octobre dernier? Merci pour votre question. Le Vietnam est incontestablement un très grand pays de la francophonie et il le sera encore plus à l'avenir. Mais en même temps, il faut être lucide. La francophonie vivante au Vietnam est aujourd'hui très très faible, moins de 1% de locuteurs. Je crois qu'il est vraiment important que nous travaillions tous ensemble à renforcer cette francophonie vivante. Et ça commence d'abord dans le système éducatif vietnamien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, effectivement, les autorités vietnamiennes et françaises ont souhaité signer cet accord intergouvernemental de coopération éducative pour encourager, soutenir nos efforts ici au Vietnam pour développer la francophonie, mais également travailler en France à valoriser davantage la langue vietnamienne, parce que l'un des grands principes de la francophonie, c'est justement la promotion de la diversité linguistique. Nous ne cherchons pas à avoir une unification linguistique, bien au contraire. Nous voulons cette diversité parce que c'est elle qui est source de richesse. Alors, quel travail avons-nous engagé? Nous travaillons donc avec des établissements à renforcer la qualité de l'enseignement de la langue. C'est absolument essentiel. Et à permettre aux familles qui font le choix de la langue française d'avoir un continuum d'enseignement de très grande qualité, je dirais, depuis l'école primaire jusqu'au baccalauréat vietnamien. Et nous apportons notre contribution avec cette labellisation France Éducation qui est décernée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale français et qui est une marque de reconnaissance de la qualité. Et une fois qu'un établissement est labellisé, nous veillons à ce que les enseignants bénéficient de davantage de formation, d'échanges, et puis à ce que les jeunes qui apprennent le français puissent vivre leur francophonie également au Vietnam, en organisant des événements culturels, sportifs, entre ces établissements et les établissements français, les lycées français et les écoles françaises du Vietnam, pour que des jeunes Vietnamiens qui sont dans ces établissements fassent vivre leur langue française avec des jeunes qui sont, eux, nés francophones et qui sont dans ce pays. Donc, c'est le premier axe, le plus important, c'est la formation pour la qualité. Et puis, après cela, les moyens supplémentaires que nous avons pour les 2 ans qui viennent, 1 million d'euros, c'est quand même assez conséquent, vont nous permettre de donner des bourses pour des enseignants, pour partir en France, renforcer leurs compétences, pour récompenser aussi des élèves dans des concours, etc., qui pourront partir en France faire un séjour linguistique. Donc c'est quelque chose aussi d'incitatif. Et puis de soutenir d'une façon générale tout ce qui va permettre également des jumelages,
parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui manque entre des établissements vietnamiens et des établissements scolaires français, et puis je l'espère également avec d'autres établissements de la francophonie. Donc voilà un petit peu les grands axes de notre action fondamentale, et puis derrière, de permettre évidemment à ces jeunes soit de partir en France ou dans d'autres pays francophones pour faire leurs études, et nous avons tout un travail pour mieux faire connaître tout ce que la francophonie peut permettre. Le Vietnam a décidé, et notamment la résolution 57 adoptée au mois de décembre dernier, met l'accent sur la formation, la recherche. Nous souhaitons que les universités en France, comme les universités vietnamiennes qui sont partenaires de la francophonie, puissent vraiment jouer pleinement leur rôle pour répondre aux besoins du pays. Merci, monsieur. Et à ce sujet, il est essentiel de souligner le rôle majeur du Centre régional francophone pour l'Asie et le Pacifique, CREFAP, de l'OIF, qui met en œuvre de nombreux programmes de formation du et en français. Ces initiatives, souvent conduites en partenariat avec les institutions locales, s'adressent à un public varié, allant de jeunes apprenantes aux enseignants de français. Et Monsieur Derick, je me tourne à nouveau vers vous. Dans ce contexte où la langue française doit faire face à une concurrence croissante, notamment avec l'anglais, quels sont les axes prioritaires de l'OIF et plus particulièrement le CREFAP afin de revitaliser la langue française et renforcer l'espace francophone en Asie-Pacifique et plus en particulier au Vietnam? Voilà, tout d'abord, j'aimerais souligner que dans ce domaine crucial, comme vous venez de mentionner, on travaille en synergie, en coordination avec l'AUF, avec l'ambassade de France notamment, avec Wallonie-Bruxelles et d'autres acteurs dans ce domaine très important de l'enseignement du français et en français. Donc le CREFAP, c'est le Centre régional pour l'enseignement du français en Asie-Pacifique, qui est basé depuis plus que 30 ans à Ho Chi Minh Ville, en fait, dans l'enceinte de l'université de pédagogie. Alors, ce n'est pas par hasard que cet endroit a été sélectionné. Donc, dirigé depuis plus d'1 an par M. Kong, qui était doyen du département de français à l'université de Hanoï et professeur très doué qui connaît tous les réseaux. Ils mettent en œuvre vraiment une stratégie pointue pour augmenter les compétences des enseignants, premièrement, par différentes mesures. Donc, il y a des plateformes numériques avec des moyens de formation. Ils donnent des cours aux enseignants. Il y a plusieurs actions culturelles aussi. Il y a aussi au niveau non seulement du Vietnam, mais régional en Asie-Pacifique. Donc, il y a beaucoup de congrès, des séminaires. J'ai moi-même participé à certaines de ces actions. Donc, on voit une communauté soudée au Vietnam et au-delà, dans l'espace de l'Asie-Pacifique, de ces enseignants. Ce qui est très important aussi pour nous assurer qu'il y a une continuité dans cet enseignement qui est très vivant. Donc, il y a plein d'initiatives aussi au niveau culturel impliquant les étudiants. Donc, c'est un instrument fort qui travaille, comme je dis au début, aussi en concert avec les autres acteurs pour ce but ultime de maintenir et de renforcer l'enseignement du en français dans notre région de l'Asie-Pacifique et plus particulièrement au Vietnam. Merci beaucoup, monsieur. Et je pense, monsieur Duvin, ce sujet vous tient aussi à cœur, sachant que la délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam a mis en place de nombreux projets en faveur des étudiants francophones. Et votre délégation est aussi par ailleurs un partenaire de longue date du concours Jeunes reporters francophones co-organisé par le Courrier du Vietnam et la REPAP. Et quel regard portez-vous sur la promotion de la langue française au Vietnam, ainsi que la coopération universitaire, numérique et scientifique au sein de notre communauté? Oui, tout à fait. Et comme vous l'avez rappelé, on a
On a une longue histoire en fait d'amitié et de collaboration fructueuse entre le Vietnam et la Belgique francophone, notamment en matière de coopération interuniversitaire. Et tous les 3 ans, d'ailleurs, nous renouvelons notre programme de coopération. Nous venons de le faire l'année passée en novembre. Et actuellement, nous soutenons 17 projets entre universités et qui permettent de renforcer les capacités des bénéficiaires, et notamment avec un programme spécifique consacré à l'apprentissage de la langue française, donc la formation des professeurs de français langue étrangère, entre autres. Nous avons eu la chance d'avoir la visite d'État de la Belgique au Vietnam début avril. Et pour nous, ça a été une formidable opportunité, d'une part, de mettre en lumière la coopération existante dans de nombreux domaines. Notamment, nous avons pu mettre en avant la coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement. Et en même temps, avec un petit focus sur la formation du français à l'université de Hanoï, qui a été extrêmement appréciée, très populaire. Et à cette occasion, bien entendu, nous avons décidé également de renforcer encore les liens existants entre nos 2 pays avec la signature de plus d'une vingtaine de déclarations d'entente entre universités belges et vietnamiennes. Et merci beaucoup, monsieur. Et monsieur Nguyen Thiep, après avoir écouté des initiatives très encourageantes de nos partenaires de la part de l'OIEP, l'AUF, du GADIF, de l'ambassade de France, que pensez-vous de l'avenir du développement de la francophonie ici au Vietnam? C'est une bonne question, parce que cela dépend beaucoup de notre effort. Comment pour rendre la visibilité du français, de la francophonie encore plus vivante au Vietnam. Mais je suis complètement convaincu que, vu de notre histoire, entre le Vietnam et la communauté francophone, vu de notre position, nouveau contexte de coopération internationale, le français et la francophone restent toujours une porte ouverte pour le Vietnam, surtout dans le monde multipolaire actuel, avec beaucoup de défis, tant dans le domaine économique, culturel et politique. Je crois que nous sommes toujours attachés à toutes les valeurs de cette communauté, mais je crois que les valeurs et les moyens de développement de la francophonie nous pourront nous permettre à donner sur des bonnes ouvertures. Par exemple, comme numérique, vous voyez que, parce que ce n'est pas les applis commerciales qui pourront nous répondre aux besoins, répondre les besoins du Vietnam. Mais je crois que open source, par exemple, dans le domaine-là, c'est aussi une bonne solution pour le Vietnam pour assurer la souveraineté. Et un simple exemple comme ça pourra nous guider dans d'autres domaines, surtout en matière de culture, en matière économique et aussi politique. Oui, merci beaucoup, monsieur, et merci à vous toutes et tous pour vos éclairages très précieux et votre participation active dans la première partie. Et passons-nous maintenant à la deuxième partie de notre table ronde. Et après une trentaine d'années, depuis le 7e sommet de la francophonie à Hanoï en 1997, le premier et unique jamais organisé en Asie jusqu'à présent, le 20e sommet fera son grand retour sur notre continent au Cambodge en 2026. Et le roi du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihamoni, a souligné qu'à travers cet événement, le Cambodge souhaite pouvoir partager avec les autres mondes francophones les singularités de la francophonie en Asie-Pacifique. Et alors, une question à vous tous, de quelle singularité de la francophonie en Asie-Pacifique s'agit-il et quelles seront de nouvelles perspectives de développement de la communauté francophone à l'issue du prochain sommet au Cambodge en 2026? Et je serai très heureuse d'entendre vos partages à propos de cette question. Monsieur Derick, s'il vous plaît. Comme c'est la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, qui va organiser ce sommet, évidemment avec l'État hôte, le Cambodge, que vous venez de mentionner, et la France, qui maintient la présidence tournante. Ça sera un beau moment. Je crois que ça sera une chance unique pour faire rayonner le français, la francophonie dans cette partie du monde. Donc depuis 1997, ça fait presque 30 ans,
qu'il n'y a pas eu de sommet dans cette région du monde. Le 20e sommet dans un pays fondateur de la francophonie avec l'appui royal et présidentiel, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Donc l'OIF, avec la France, on accompagne la mise en œuvre, la mise en place de la préparation pour ce sommet qui aura lieu au Cambodge. Ça sera au courant vers la fin de 2026. Et puis, il y aura plusieurs axes. Évidemment, ce sera un grand sommet au niveau politique, au plus haut niveau politique. Je vous rappelle que la dernière fois, à Villers-Cotterêts, Paris, avait une bonne quarantaine de chefs d'État. Donc, la visibilité pour le Cambodge, pour toute la région de l'Asie-Pacifique, pour le Français dans cette région du monde sera de taille, et ainsi qu'au niveau aussi de toutes ces délégations qui vont participer. Alors dans ce cadre-là, les autorités cambodgiennes vont aussi préparer un forum économique. J'ai aussi compris que la culture va jouer un très grand rôle, le tourisme, donc avec notre projet tourisme durable, je crois on est au point nommé. Je voudrais aussi mentionner que le premier projet pilote va se faire à Siem Reap, Angkor Wat, très connu par tous. Donc, il y a vraiment de la substance. Il y aura beaucoup d'initiatives aussi au niveau, disons, peut-être plus modeste pour célébrer cette francophonie, aussi au niveau de l'enseignement du français. Et on aimerait vraiment, avec nos partenaires, assurer que cet exploit francophone aille aussi se manifester dans la durée. Donc, ça, c'est notre ambition. Oui, merci beaucoup, monsieur. Rémy Soum-Nguyen-Thiep, j'ai aussi une question pour vous. Que pensez-vous de l'importance du prochain sommet qui se tiendra en 2026 dans notre pays voisin, le Cambodge? Et qu'est-ce que le Vietnam peut contribuer sachant que notre pays a organisé avec grand succès le 7e sommet en 1997. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour la communauté de la francophonie, mais aussi pour l'Asie-Pacifique. Pourquoi? Tout d'abord, ça me fait revivre l'atmosphère ou bien l'ambiance du Vietnam dans l'organisation du premier sommet francophone au Vietnam. Tout d'abord, avec ce prochain sommet, alors ce sera le retour, je crois, non seulement le retour de la francophonie en Asie-Pacifique, mais aussi un nouvel élan. Et deuxièmement, c'est vraiment une ouverture pour le Vietnam à l'époque. Parce que vous voyez, non seulement ça marque l'intégration du Vietnam à la communauté internationale avec la francophonie, mais ça marque aussi le renforcement de la coopération du Vietnam avec les différents pays de la francophonie, y compris les pays développés et les pays en voie de développement en Afrique. Et vous voyez que, et je crois que je suis complètement convaincu qu'avec le prochain sommet de la francophonie au Cambodge, ça nous permet de renforcer encore beaucoup plus forte la visibilité de la francophonie dans le monde, dans la région, mais ça aussi, ça permettra aussi d'élargir la coopération les pays régionaux. Enfin, je crois que cela non seulement, ça permet aux pays francophones de découvrir l'Asie, mais ça nous permet aussi d'élargir et renforcer encore davantage la coopération économique, culturelle et politique entre les pays de région et avec les autres parties du monde. Voilà, je crois qu'un constat, ou bien un espoir très fort avant le prochain sommet de la francophonie au Cambodge en 2026. Et monsieur l'ambassadeur de France au Vietnam, j'ai aussi une question pour vous sur les perspectives de la francophonie en Asie-Pacifique plus généralement et aussi au Vietnam en particulier suite à la tenue du prochain sommet de la francophonie au Cambodge en 2026. Alors voilà, c'est évidemment un événement très important parce que la dernière fois qu'un sommet de la francophonie a été organisé, c'était en 1997, ici à Hanoï, avec à l'époque une très forte coopération
française à la réussite de ce sommet. Ça a été un jalon très très important dans le développement de nos relations. Donc aujourd'hui, enfin en 2026, ce sera au Cambodge. C'est l'occasion d'abord tous ensemble de marquer que la francophonie, elle est sur les 5 continents. Et elle est aussi en Asie, dans une zone, au cœur d'une zone qui connaît un développement extrêmement rapide, un développement économique, et qui doit faire partie pleinement de ce monde francophone, mais qui permet aussi, et ça c'est quelque chose, je pense, un enjeu pour l'avenir, qui permet aussi au monde francophone de mieux connaître l'Asie. Parce que c'est dans les deux sens que ça doit jouer. Permettre aux pays francophones de l'Asie, et en particulier aux 3 pays d'Asie du Sud-Est qui en sont membres, de mieux intégrer dans l'espace francophone, mais aussi permettre à l'espace francophone de mieux accéder, de mieux comprendre cette grande zone culturelle, économique de l'Asie qui connaît un développement si important. Donc voilà, les enjeux sont extrêmement forts et la France, qui assume la présidence tournante de l'OIF et prépare le passage de témoins au Cambodge, est évidemment pleinement mobilisée en ce sens. Merci beaucoup, monsieur. Et Madame Minh Hồng, ces derniers temps, beaucoup de formations et de programmes de l'AUF ont été tenus à Phnom Penh. Et alors, que pensez-vous de la visibilité de la francophonie suite à la tenue du prochain sommet au Cambodge? En fait, du côté AUF, en préparation du sommet 2026, des échanges ont eu lieu entre les représentants de l'AUF et les représentants du département de la francophonie du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge. L'objectif est de mettre en place un projet de formation de 300 officiers de liaison qui joueront un rôle crucial dans la coordination et la logistique et pour assurer un meilleur fonctionnement du sommet. Voilà, le projet est en cours de discussion et nous avons programmé de réaliser pendant les derniers mois de l'année 2025. Merci beaucoup, Madame. Et Monsieur Duville, vous êtes délégué général au Royaume-Uni, Bruxelles, au Vietnam, et aussi accrédité au Laos et au Cambodge. Et que pensez-vous de cette question? Tout d'abord, moi, je me réjouis, comme Monsieur l'ambassadeur, de revoir un événement international de premier plan organisé dans la région, hein, qui concernera bien sûr en particulier le pays hôte, le Cambodge, mais qui pourra rayonner, je pense, à travers tous les pays voisins, et en particulier le Vietnam, qui peut apporter sa contribution concrète, hein, de par l'expérience qu'il a de ce type de sommet. Il peut aussi bien rappeler tous les bénéfices qu'il en a pu retirer, hein, et moi je pense, en tout cas en ce qui me concerne, le sommet de Hanoï en 97 avait été un sommet d'abord fondateur pour l'institution de la francophonie en tant que telle, mais également pour mon institution qui avait décidé à l'époque d'installer sa délégation ici au Vietnam et de couvrir toute la région en fait. Donc pour nous, ce sera également une opportunité de renforcer la coopération bilatérale institutionnelle avec le Cambodge, hein, et de rappeler bien sûr notre amour conjoint pour la langue française à cette occasion, hein. Et je reviens d'ailleurs du Cambodge il y a une dizaine de jours. J'avais participé à une biennale du film qui est organisée à Siem Reap. Et je peux vous dire qu'on attend avec impatience effectivement l'arrivée des délégations, hein. Il y a vraiment un gros potentiel également à mettre en valeur, je pense notamment touristique, hein, dans cette région-là. Donc voilà, je suis moi-même impatient à l'idée de pouvoir également en discuter avec mes collègues du GADIF dès la rentrée, de voir comment nous pouvons, nous, apporter notre contribution à la réussite de ce sommet.
Merci beaucoup, monsieur, et un grand merci à vous tous pour la qualité et la richesse des échanges. Et nous espérons ardemment que le prochain sommet de la francophonie aura un grand succès au Cambodge. Lors d'une session du Conseil permanent de la francophonie CPF, Madame la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a souligné que le potentiel de la francophonie réside dans cette langue qui nous unit et nous rassemble, qui crée un climat de confiance et de connivence fondé sur le respect de la diversité culturelle, et que nous devons aussi travailler ensemble pour repositionner le français sur la scène internationale, dans les relations politiques et économiques. Et je crois que la synergie des efforts de tous les États et gouvernements membres de l'OIF contribuera à faire rayonner la langue française et la communauté francophone, comme l'a souhaité la secrétaire générale. Et pour conclure notre table ronde aujourd'hui, je voudrais bien citer un extrait du discours du président français Emmanuel Macron lors de l'ouverture du 19e sommet de la francophonie, qui a mis en valeur la langue de Molière, notre langue du Québec, de l'Acadie, de Louisiane, d'Haïti et du cœur du continent africain, du Maroc et de Tunisie, jusqu'au bassin du fleuve Congo, de Madagascar et de la Réunion, jusqu'au Vietnam ou au Cambodge, de notre Océanie, de la Polynésie française au Vanuatu. Sur cette langue, jamais le soleil ne se couche. Et ce sont plus de 300 millions de femmes et d'hommes qui pratiquent sur les 5 continents la langue française. Plus de 300 millions de femmes et d'hommes qui ne cessent de la perfectionner, de la moderniser et de l'enrichir. Et longue vie à la langue française, à l'œuvre commune que porte l'Organisation internationale de la francophonie. Merci encore une fois à vous tous et à très bientôt dans les prochains événements de la francophonie. Merci à vous. Merci à vous.